Bon, il faut commencer par où? Là, il faut commencer, c'est là où on reste, ça se rejoint, ou ça s'éloigne, toujours, ça se diffère. Et on ose encore de parler d'une pensée cristalline, alors que tout se dégénère, dégèle, se dissipe, alors qu'il y a, voilà, c'est pas une idée idéale qui serait dans l'idéatum une pensée cristalline, mais une pensée cristalline aura plusieurs dimensions presque immesurable. Et ce mot immesurable, oui, j'ai aujourd'hui usé du mot, voilà, innombrables, donc dont on ne peut compter, bien qu'ils sont finis. Comme il s'agit des concepts, le concept dans lequel on habite, donc strictement, ou en connotation architecturale. Les beaux entendeurs, quand je nomme un dispositif architectural, effectivement, il peut s'agir d'abord d'une plan, d'un design, et voilà, et une actualisation et des prolongements, bien sûr. Une ville, bien qu'il est cerné par les murailles ou par la mer, comme c'était l'île de Malte. Il y a plusieurs îles dans la Méditerranée, Rhodos, Chypre, Crète. Et les Maltains, ils disent, et quoi alors? Il y en a milliers d'îles, et en quoi ça nous concerne? ça, ça concerne effectivement les Turcs venus à Malte. Il y a une apparemment affinité avec Malte turque qui a duré jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale et les exils des les responsables de la génocide arménienne, Djamal Pacha, Talat Pacha, l'autre qui est Talat, il est parti à Berlin, il s'est sauvé et il s'est assassiné dans la rue, etc. Bon, manigance politique, l'exil, mais il y a eu un point commun avec l'île de Malte, qui est une principauté, une royauté, ça m'est égal, mais et avec les Ottomans, c'est dans ces deux pays, les Juifs n'étaient pas obligés de changer de religion. À Malte, ils n'étaient pas obligés de devenir chrétiens pour vivre, mais ils avaient un statut d'étranger légalement. Ils pouvaient profiter de toutes les activités de la ville dans les limites des lois qui est décidées finalement par un conseil. Donc les lois étaient proférées en commune et ça pourrait être changé. Donc c'est pas tout à fait vrai qu'ils n'étaient pas obligés de devenir chrétien. Il y avait des conditions.
pour ne pas devenir chrétien. C'est une sorte de châtiment, apparemment, devenir chrétien. Devenir l'un de nôtres. Et parce que je parle de Christophe Marlowe et de son pièce de théâtre qui a précédé Shakespeare et son Marchand de Venise, qui est presque la même pièce. Effectivement, c'est une réitération de l'idéalité littéraire, comme je disais hier, de la part de Shakespeare, qui répétait Marlowe. Il a eu envie de réécrire cette pièce. Il était attaché d'une manière ou d'une autre. Donc, selon la légalité en vigueur à Malte, ce juif en question, l'héros du pièce, s'enrichit de manière exorbitante. La moitié de son trésor s'égalait à des États entiers, etc. Mais le problème, peut-être, c'est pas ça le problème, mais c'est le principe d'économie. Il fallait non pas apetiser, diminuer ses capitaux en liquide ou en circumnavigation en Méditerranée, dans une courbure, disons, arabo-turco-indien, donc il est peut-être allé à l'océan aussi, pour aller aux Indes, n'est-ce pas? Ou bien palais, chameau, dromadaire, oui. Bon, même en Malte, il y avait des dromadaires pour transporter ses richesses. Alors, le poids de sa richesse lui s'inquiétait, bien sûr, mais il pouvait être chez lui et dans une chambre. En fait, ramasser tout son trésor dans une chambre. Et ce n'est possible que par une conversion, non pas en christianisme, mais en or. Il aimait bien transacter avec les Arabes parce qu'il payait en or et d'une manière abondante. Donc avec les Arabes, il n'a pas de problème pour ce juif de Malte, mais avec les Turcs non plus. Mais le problème, c'est que les Turcs, ils sont venus il y a 10 ans à Malte et ils l'ont conquéri, ou bien ils ont proposé un contrat de payer des impôts réguliers. Mais pendant 10 ans, personne à Malte n'a pas payé cet impôt. Et les Turcs arrivent avec leurs navires de bataille et ils demandent leur dû de 10 ans accumulés. Et c'est une somme énorme que la population de Malte ne peut jamais payer. Et ils demandent un délai, et les Turcs demandent, mais on ne peut pas décider nous tout seul, notre roi Shah qui décide, etc. Mais ils s'arrangent dans un mois. Donc les Turcs partent à se promener et ils n'ont même pas cette générosité de revenir en personne. Ils disent qu'on va vous envoyer un poste, vous allez payer en espèces en or dans un mois, sinon il y aurait la guerre. Ça va. Donc, dans l'île de Malte, il y a une crise qui commence et
notre héros principal, qui est concerné de aucun conflit, aucune guerre, sauf la transaction commerciale des biens et des marchandises, et qui devrait rapidement convertir une espèce d'or pour qu'il puisse le ramasser dans une chambre chez lui. C'est ça le principe d'économie pour ce juif. Il a fait, il compte, c'est bien. Et mais le problème, c'est que avec l'arrivée des Turcs, le Conseil s'est réuni sur appel, et y compris tous les Juifs habitants dans un statut d'étranger, ils sont aussi invités. Et les Juifs, ils ont participé. Le plus riche, effectivement, son nom, c'est, je dirais Barnabas, mais non pas Barnabas, mais c'est quelque chose comme Barbaros. C'est pas Barbaros, c'est pas Barbara, pas du tout, mais quelque chose qui est damné dans la Bible, apparemment, comme nom pour les chrétiens, j'espère. Bon. Ils ne se sentent pas concernés de discussion, mais la solution trouvée par le Conseil se résume que, comme les populations chrétiennes de Malte ne peuvent pas payer dans un mois cette somme énorme, c'est les Juifs, surtout ceux qui sont les plus riches, devraient participer en donnant la moitié de leur trésor, de leur richesse, à la cité. Donc, comme il y a un trésor énorme de ces Juifs de Malte, la moitié qui fait un État, lui, il ne se sent pas très concerné, mais les autres Juifs s'arrangent, ils acceptent pour qu'il y ait de la paix. Voilà, le rôle de Turc, donc, c'est la proximité de la guerre, une crise. Donc, notre propos, c'était quoi dans les films auparavant? C'était la guerre qui mouvemente, qui fait de tourmente pour que les personnages, les États, les institutions montrent leur vrai visage, que toute entité se montre en mouvement kinésis, donc dans une agitation, pour qu'on puisse voir leur vrai être au-delà de leur apparence qui leur permet, comme une voile, à faire des affaires, à faire de la rhétorique, à s'arranger au gré ou malgré, etc. Donc, toute une économie du pays et de la socialité. Mais en guerre, tout est en crise, tout s'accélère, le pièce aussi s'accélère, et tout se passe très vite, les décisions, oui et non. Finalement, notre juif de Malte reste devant cette grande dilemme, ou bien tu vas devenir chrétien, voilà. Donc, en Malte, les Juifs ne resteront pas jusqu'à l'éternité juive, à condition d'obéir aux décisions du Conseil. Donc, à la loi proférée par la bouche de la Conseil. Et ça se fait très vite, hein, dans une temporalité accélérée. Donc, ce juif-là, il était obligé de donner la moitié de sa richesse, ou bien il va devenir, comme les autres, un simple chrétien appauvri.
soit s'il ne devient pas chrétien, alors châtiment sera leur prendre toute sa richesse dans sa totalité, non pas à moitié. C'est ça la pièce. C'est ça la crise. Donc il est complètement malheureux et parce qu'il refuse de devenir absolument chrétien, il profère des propos abjects contre les chrétiens. Il n'arrive pas à être politiquement correct sur ce sujet précis et sûrement en citant des citations, etc. Mais l'autre partie, c'est-à-dire les chrétiens de la ville, et du conseil, ils disent qu'en fait, il faut bien que tu payes tes péchés parce que ton tribu a tué notre Jésus-Christ. Il a dit qu'en fait, bon, c'est parce que les Juifs voulaient qu'on le tue, parce que si on tue une personne, toute la communauté juive sera sauvée. C'est Pilate qui l'a tué, non pas les Juifs, etc. Mais l'autre partie prend l'argument et dit que voilà, c'est justement c'est toi qu'une seule personne qui va nous sauver en te sacrifiant. Tu vas donner toute ta richesse parce que tu nous as refusé d'être chrétien. Ça se passe très vite, hein? Il n'a pas de temps de penser pour devenir chrétien ou sauver la moitié de son trésor. Non, il a refusé immédiatement, il a refusé. Et il était hostile contre les chrétiens qu'il a perdu à l'instant même tout son trésor. Donc il est ruiné. Et sa maison, y compris sa maison, il est devenu à l'instant même un monastre et toutes les clergés et les prêtresses s'installent chez lui. Mais il a une autre trésor qui est sa chère fille. Et cette chère fille de 16 ans, elle est très belle, elle est une fille à papa, et immédiatement il communique à sa fille que dans la maison, quand même, en dehors de toutes ces richesses déclarées, il y a plein de diamants, l'or dans la chambre, en cachette. Donc, tu deviens immédiatement chrétien et tu entres dans ce monastre. La jeune fille, elle refuse immédiatement, mais son père lui convainc et elle devient en apparence chrétien, en disant qu'en fait, si tu vas pécher ultérieurement, mais tu es maintenant vierge, tu n'as pas péché, donc tu n'as aucune raison d'entrer dans le monastre, mais après tu vas pécher, donc il faut que tu entres de maintenant, quelque chose comme ça. C'est une argumentation absolument folle. Donc d'avance, il entre et il fait son premier péché ou illégalité. Elle trouve l'argent et diamants de son père. Et dans un temps simultané, à l'extérieur, son père fait la connaissance de deux jeunes hommes qui étaient entendu que cette jeune fille dont le père était ruiné, était très belle, était vierge. Donc, deux seigneurs, l'un fils de prince de Malte et l'autre un jeune amoureux, amant, se postulent auprès de la fille et devant le père. Donc le père s'intéresse à l'affaire et il décide immédiatement, dans une vitesse incroyable, il décide de faire donner en mariage sa fille à ces deux, mais séparément. Donc il monte une scène de
théâtre afin qu'il puisse, sur deux nobles chrétiens, afin qu'il s'entretuent à cause de sa fille, et ce serait une partie de sa vengeance de sa loi de Talion. Tout se passe bien, à la logique juive, tout contraste avec les amoureux chrétiens qui sont prêts à prendre une fille d'un juif affreuse, égoïste, avare, etc. Donc, les lois, ça se passe comme ça, l'égalité à Malte. Donc, je devrais corriger que à Venise, Shakespeare a imaginé qu'il y avait des lois qui protégeaient la marchandise, le capitalisme, etc. Non, c'est pas si simple. Tout peut être renversé. Donc, ce juif de Christophe Marlowe est un peu gâté. En fait, il a une don de nature dans les affaires et don de fortune. Il est un fils d'Abraham, donc il doit être protégé. Et c'est ça. La vie est pour lui. Et il devrait reprendre par un programme en comptant aussi les forces turques son trésor. Il devait avoir son trésor qu'il a déjà eu une partie à travers sa fille qu'elle a volé quand même, malgré les lois, le trésor en cachette de son père qui n'est pas confisqué par l'État. Donc c'est illégal. Donc il ne part pas. Avec cet argent, et il achète une autre maison et il s'installe encore à Malte. Il est tellement fidèle à Malte, là où il a fait une grande richesse et les chrétiens de la ville lui disent que est-ce que tu nous avais demandé quand tu faisais cette richesse, maintenant on ne te demande pas si tu vas payer ton impôt turc ou pas, tu es obligé maintenant. Voilà, c'est assez logique comme réciprocité des attitudes. Alors, les Turcs vont arriver, mais avant les Turcs, il y a des Portugais envoyés, les simples marins marchant sous l'égide du roi catholique. Donc, il vient, il apprend crise, il dit que en fait résister ne payait pas de l'argent. Avec cet argent de ce juif, on peut faire la guerre facilement aux Turcs. Même si vous n'avez pas de force à Malte, vous allez avec cet argent, vous aurez cette force pour combattre les Turcs. En fait, pourquoi vous donnerez gratuitement cet argent aux Turcs? Voilà. D'une certaine façon, le juif de Malte se sent très un peu trompé. Il n'est pas du tout nationaliste de Malte, mais quand même, on utilise son argent pour faire la guerre aux Turcs à qui il n'a aucune hostilité. Et bien qu'il est pauvre, le lendemain matin, il va au marché des esclaves pour voir les nouveaux esclaves présentés à la marché, dont l'un turc et l'autre maghrébin et l'autre de Thrace, mais qui a vécu à Jérusalem, donc il a tué des gens, etc. Le turc, il était cher, maghrébin moins cher, et l'autre, c'est lui qui a tué plusieurs gens pour s'amuser à Jérusalem et d'origine de Thrace, il l'achète.
Et le Turc, il lui demande pourquoi tu es cher, est-ce que tu es un voleur, est-ce que en t'utilisant je peux devenir riche, est-ce que tu as des capacités de voler, parce que le mot de vol, c'est pas marchandage, mais c'est devenu, enfin, il considère que la cité vole son argent et c'est un interdit. Donc, l'un de ces péchés capitaux. Et je me corrige à l'occasion. L'autre jour, je disais en marchant que 10 péchés capitaux. Non, il y a 10 commandements et seulement 7 péchés capitaux. Ça aussi, on peut demander en examen aux étudiants pourquoi il y a 10 commandements, mais seulement 7 péchés capitaux. Et j'avais cherché l'un des noms de ces péchés et je ne trouvais pas le mot gourmandise et je disais que obésité. Je finis mon intervention.